Bonjour à tous. On va donc débuter cette journée. Bienvenue à tous. Donc moi, je suis Isabelle Hilero. Je suis directrice de plusieurs services et dispositifs de l'association Tréma, dont des CESAD qui accompagnent des jeunes déficients visuels, des jeunes déficients auditifs et des jeunes ayant des troubles développementaux du langage. Donc, on a une compétence départementale. Nous sommes amenés à intervenir sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime et on a une équipe salariée, bien sûr, et on collabore avec de nombreux professionnels libéraux, dont certains sont dans la salle aujourd'hui. Nous avions pensé cette journée en faisant appel à des intervenantes de qualité, comme vous avez pu le noter dans le programme, afin de monter en compétences, pouvoir bien mieux repérer et mieux prendre en compte les troubles neurovisuels. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire partager ça en invitant, en organisant cette journée, en invitant principalement des professionnels du territoire, mais je pense qu'il y a quelques personnes hors Charente-Maritime qui sont présentes ou en tout cas inscrites. Voilà, donc je vais très rapidement passer la parole à mes collègues. Avant ça, je tiens à vraiment remercier très chaleureusement mes collègues qui ont contribué à la réussite de cette journée, enfin à la réussite, j'espère qu'elle sera réussie, en tout cas à l'organisation de cette journée. Voilà un certain nombre de collègues qui ont contribué à différents niveaux pour la tenue de cette journée. Et puis, je vous souhaite donc une très bonne journée. Vous avez dû voir le programme, donc il y aura une petite pause à 11 heures. Et puis après, une pause déjeuner libre de 12h30 à 14 heures. Donc le timing est assez serré. J'aurai la délicate tâche d'être maître du temps. Sans plus tarder, je vais passer la parole. Merci. Bonjour, merci à tous d'être venus. Donc moi, je suis Chloé Clavel, j'étais l'orthoptiste du CESAD jusqu'à il y a un an. Et j'ai tenu à rester sur le projet et à être là avec vous aujourd'hui. Je vais introduire la journée avec Jeanne, qui est médecin au CESAD. C'est tout, Jeanne Cousin, médecin au CESAD. En fait, on a trois CESAD à Rochefort. Et donc, moi, j'étais sur le CESAD déficience visuelle. On a un CESAD déficient auditif et Jeanne était sur le CESAD. Sur le CESAD TDL, après avoir été aussi au CESAD déficient auditif, parce que c'était mon parcours en tant que phoniatre. Voilà. Donc, pour commencer la journée, on va vous définir un petit peu ce que sont les troubles neurovisuels. Voilà. Donc, les troubles neurovisuels, ça désigne les altérations du traitement visuel d'origine cérébrale. Ce ne sont pas des problèmes de vision qui sont liés à l'œil. Ah, on m'entend pas apparemment. C'est mieux. Donc, ce sont des problèmes de vision qui ne sont pas liés à l'œil en lui-même, mais plutôt à des difficultés au niveau de l'interprétation par le cerveau. Donc, pour organiser, comprendre ce qu'on voit et utiliser les informations visuelles que l'œil nous envoie. C'est principalement dû à des atteintes des voies visuelles centrales ou des structures cérébrales qui sont impliquées dans la perception, l'attention ou la cognition visuelle. Donc, les troubles neurovisuels peuvent affecter les fonctions visio-attentionnelles, la perception visuelle et donc la reconnaissance visuelle des objets, des formes, des visages, par exemple. On va revenir dessus un peu plus en détail après dans les présentations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voie ventrale, la voie du quoi. Ensuite, ça peut atteindre également les fonctions visio-spatiales. Donc, c'est souvent ce qu'on va appeler la voie du ou, qui est la voie dorsale. Les fonctions motrices et constructives. Donc là, c'est plutôt les cortex prémoteurs et la voie dorsale qui rentrent en jeu. Et plus largement, la compréhension visuelle du monde qui nous entoure avec les traitements cognitifs
de plus haut niveau. Ces troubles s'inscrivent dans un continuum clinique qui va des atteintes les plus sévères, comme on peut en rencontrer chez des enfants qui vont avoir une infirmité motrice cérébrale, des cécités corticales, mais aussi des enfants qui, sans atteinte neurologique évidente, peuvent avoir également des atteintes au niveau de ce qu'on appelle le neurovisuel. Donc tous les troubles du neurodéveloppement, les troubles du langage, ce qu'on appelait les dyspraxies, les troubles des apprentissages au sens large, l'autisme, etc. Ils sont peut-être plus subtils dans ces cas-là, mais ils sont tout aussi impactants sur le quotidien. Dans ce continuum, l'intensité des troubles varie. Certains enfants présentent des déficits majeurs avec une atteinte globale de l'organisation de leur monde visuel, alors que d'autres peuvent avoir des troubles plus spécifiques, plus fins, mais qui restent, comme je disais juste avant, qui restent tout aussi gênants pour le quotidien. Ça peut être gênant à l'école pour les apprentissages, mais aussi pour la vie de tous les jours à la maison, dans leurs activités, leurs loisirs, etc. Donc, au fil de la journée, on va explorer des cas très différents dans leurs manifestations cliniques. Il y aura des présentations de cas cliniques cet après-midi. Certains enfants ne reconnaissent pas les visages, d'autres ne retrouvent pas leurs affaires sur une table, d'autres n'arrivent pas à suivre un texte avec leurs yeux, par exemple. Donc, derrière toute cette diversité, on retrouve une grammaire commune et une logique dans la manière dont ces troubles se manifestent et se bilantent et s'analysent ensuite. Il est essentiel donc de bien comprendre que ces troubles ne se résument pas à une question de sévérité apparente. Un trouble peut être léger aux yeux de l'extérieur ou des observateurs extérieurs, mais peuvent s'avérer extrêmement handicapants pour l'enfant qui le vit au quotidien. Et c'est cette complexité, cette diversité, mais aussi cette unité qu'on vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui et dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, il y a Romain Landy en 2018 qui parle de troubles visuels d'origine cérébrale comme d'un problème de traitement, pas de perception, et qui souligne que l'enfant voit, mais ne parvient pas à utiliser efficacement ce qu'il voit. C'est vraiment ça, les troubles neurovisuels. Ce n'est pas un problème de vision, c'est vraiment l'interprétation derrière qui ne se fait pas. Et donc, on peut aussi lire que c'est la capacité à voir pour comprendre, voir pour agir ou voir pour apprendre. Et on va revenir un petit peu plus en détail dessus dans les présentations de la journée. Je laisse la parole à Jeanne. Merci. Alors, je pense que c'est... on m'entend là? Je pense que Chloé a mis à peu près tous les sujets et qu'on va y revenir au cours de la journée parce qu'il y a des choses un petit peu forcément... Tout le monde n'a pas le même niveau de formation, donc il faudra y revenir. Alors, quelques mots. Donc, moi, je suis médecin au CESAD TDL, qu'on appelait dysphasie, qu'on appelle maintenant TDL, parce que c'est le terme accepté, trouble développemental du langage. Être médecin dans un CESAD, ça suppose d'apprendre à écouter beaucoup les collègues en interne, les collègues partenaires et quelquefois, c'est un travail un peu délicat de prendre suffisamment de recul pour, quand on a des avis apparemment différents ou contradictoires, si on prend un peu de recul, et c'est le boulot peut-être de ceux qui ont une fonction un peu transversale, de voir que finalement, il y a tout ça, ça a une cohérence et d'essayer de synthétiser les situations qui sont un petit peu complexe. Alors, quelques mots, comment je fais là? Je fais comme ça. Quelques mots sur les enfants au CESAD TDL. Ce qui revient aux médecins, c'est quand même d'essayer de poser un diagnostic. Et ça, c'est aussi un casse-tête. Poser un diagnostic chez un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement. Parce que donc il y a un certain nombre de catégories qui sont reconnues comme des troubles du neurodéveloppement, mais les enfants, eux, ils échappent à ces catégories, ils n'ont pas lu les livres, et alors ils cumulent des troubles du langage et rarement uniquement des troubles du langage, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles évidemment des apprentissages. Donc, je vous ai mis globalement comment aujourd'hui, moi, sur quoi je m'appuie pour essayer de poser des diagnostics. Je dis que les enfants
accueillis au CESAD présentent un trouble du neurodéveloppement caractérisé par 2 points. Un trouble développemental du langage mis en premier, ça veut dire que c'est à l'heure actuelle la problématique principale de ces enfants et c'est pourquoi on les admet au CESAD, et que ce trouble du langage entraîne des troubles d'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, de l'orthographe, du domaine logico-maths, et qu'ils ont, en plus du trouble du TDL, ils peuvent avoir des troubles de développement de la coordination. Ce trouble de développement de la coordination lui-même, avec la flèche verte, peut avoir un impact évidemment sur les apprentissages, en particulier de l'écriture, mais pas que. En plus, ils peuvent avoir plus ou moins un TDAH qui a, j'ai mis des conséquences sur tout, parce que quand on a des capacités attentionnelles limitées, ça a un impact évidemment sur la disponibilité, sur tout ce qu'on apprend. Et puis, ils ont plus ou moins des difficultés dans le domaine des habiletés sociales et quelquefois jusqu'à des TSA. TSA qui sont des problématiques qui sont plus ou moins impactantes parce que quelquefois, c'est moins gênant à 7-8 ans d'avoir des troubles d'habileté sociale. Ça devient quelque chose de beaucoup plus handicapant vers 12 ans quand les enfants ont à peu près compensé leurs difficultés de langage et que c'est les habiletés sociales qui sont au premier plan. Voilà. Et donc, en plus, la plupart des enfants accueillis au CESAD TDL ont des troubles neurovisuels. Alors, le trouble neurovisuel, on en parlera, je crois, dans la journée. Ce n'est pas une catégorie de troubles du neurodéveloppement à part, mais c'est présent quasiment partout. Et c'est les petites flèches rouges. Ça, pour synthétiser, schématiser, évidemment, ça a des conséquences, on en parlera, sur la lecture, sur les compétences logico-maths. Et voilà, c'était un petit schéma pour montrer comme c'est compliqué. Et puis, dans la question des diagnostics, il y a évidemment le rôle de l'environnement, de la façon dont l'enfant s'est développé dans un climat favorable ou non. Il y a la question de l'anxiété qui est toujours, enfin pas toujours, mais vraiment qui est une problématique très, très présente chez ces enfants. Et puis de la fatigabilité. Ces termes-là, ils ne font pas partie des classifications des diagnostics de TND, mais c'est important, je crois, de les faire apparaître quand on veut essayer de représenter l'ensemble des problématiques principales que posent les enfants. Et là, j'ajouterais que quand je suis chargée de rédiger un diagnostic, l'équipe m'a amené à dire, il ne faut pas dire que ça, il faut aussi dire les points forts. Alors, on ajoute les points forts parce que c'est vrai que c'est sur ça qu'on va construire un projet. Alors, j'ai appelé ça les TNV pour les nuls, c'est-à-dire que nous, on n'est pas formés, enfin, moi, je ne suis pas formée, j'ai fait une formation comme ça, comme tout le monde, comme mes collègues, en lisant et en se renseignant, mais on n'est pas formé sur les troubles neurovisuels. Et on a eu, mais on n'a plus actuellement d'orthoptiste dans l'équipe. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on a besoin, quand on est devant un bilan orthoptique neurovisuel, on a besoin de comprendre et on ne comprend pas toujours. Donc, moi, quand j'ai été chargée d'introduire cette journée, je me suis dit, je vais prendre tous les dossiers des enfants, je vais prendre tous les bilans neurovisuels et je vais essayer d'en tirer quelque chose de commun, une trame qui nous permette de lire plus facilement et d'extraire les aspects principaux des troubles. Je me suis dit, peut-être je vais y arriver. Et puis, je me suis quand même heurtée à un petit casse-tête. Donc, les bilans, ils ne sont pas tous organisés de la même façon. Mais bon, quand même, on retrouve 3 grands chapitres qui sont le traitement le plus élémentaire, c'est-à-dire comment fonctionne l'œil. L'œil, et là, j'ai une première question pour Chloé, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'œil, si l'image est nette, etc., avec verre correcteur, enfin, ce qui relève de l'examen ophtalmo, ça entraîne aussi une vision binoculaire. Et pour moi, la vision binoculaire, c'est juste une question. La vision binoculaire, elle a un aspect aussi neurovisuel, puisqu'il faut que le cerveau rétablisse une seule image à partir de 2.
Oui, bah, il y a forcément toujours un peu de cerveau derrière les yeux, mais en fait, il y a plusieurs niveaux et ça va être beaucoup moins important et de plus bas niveau qu'une interprétation comme on va pouvoir le voir après dans les troubles neurovisuels. Mais il y a toujours du cerveau quelque part Oui, derrière. Les enfin, yeux ne fonctionnent pas sans le cerveau. la fusion, par exemple, on en reparlera pour Mm. la fusion. Oui, d'accord. Euh, Voilà, alors, après le traitement le plus élémentaire, donc les bilans sont organisés comme ça, l'acuité visuelle, etc. Les grandes étapes du traitement cérébral, schématiquement, hein, parce qu'il y a des choses plus compliquées qui se passent, mais les grandes étapes, c'est quand même identifier ce qu'on voit, reconnaître, enfin, identifier et reconnaître un objet, quelque chose de fixe, un téléphone, une chaise, identifier ce qu'on voit. Ça passe, cette identification, elle a une première étape au niveau des lobes occipitaux qui est de reconnaître les formes élémentaires et après un traitement plus complexe qu'on appelle par la voie ventrale qui permet de vraiment identifier l'objet et de reconnaître l'objet. Et la deuxième étape, c'est comment est-ce qu'on utilise ce qu'on a reconnu pour en faire quelque chose, pour agir, pour, pour penser à partir de cet objet, etc. Alors, euh, donc, les choses qui m'ont bloqué dans la construction de mon outil simplifié d'analyse des bilans neurovisuels, c'est que donc, tous les bilans ne sont pas présentés de la même façon, qu'ils utilisent des tests qui ont des noms propres dont on ne sait pas le contenu de ces tests quand on n'est pas spécialiste. Et en plus, donc, les tests évaluent plusieurs fonctions. Et donc, c'est difficile de mettre, tiens, on a fait passer un Evadis ou on a fait passer je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce n'est pas grave, je reverrai tout à l'heure. Qu'est-ce que ça évalue dans ces trois étapes? Parce que je me suis dit, je vais construire mon outil en trois étapes. Voilà. Et d'autre part, quelque chose de plus délicat, c'est est-ce que c'est grave ce que nous dit l'orthoptiste? Est-ce que c'est sévère? Et en général, les orthoptistes disent ben, je pourrais faire des soins pour faire telle et telle chose. Et nous, on se dit ben, est-ce que c'est urgent? Est-ce que, parce que les enfants, ils ont déjà psychomotricité, orthophonie, bien sûr, ergothérapie, est-ce qu'on leur rajoute de l'orthopsie? Ou bien est-ce qu'on met de côté temporairement certaines rééducations pour privilégier, enfin voilà. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Et ça, il faut qu'on décide ça sans être expert de la neurovision. Alors, l'outil donc sur lequel j'ai essayé de travailler, il s'organise en trois niveaux. Vous allez voir le traitement sensoriel, ah oui, j'ai oublié de dire, c'est pas grave, le bilan optomoteur, ça on va en reparler aussi, c'est-à-dire comment l'œil bouge pour rechercher sa cible et comment il se fixe, etc. Et le bilan neurovisuel. Alors, après, le bilan sensoriel, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais il s'agit donc de s'assurer que l'image qui arrive au cerveau est de la meilleure qualité possible et qu'elle est suffisamment bonne qualité. Le deuxième niveau de traitement, c'est ce qu'on appelle alors, suivant les bilans, on appelle ça soit un bilan optomoteur, soit de motricité conjuguée. Et là, je voudrais bien que Chloé, tu nous fasses quelques commentaires sur la différence entre optomoteur, motricité conjuguée, oculomotricité. Alors, bah, pour moi, en tout cas, optomoteur et oculomotricité, c'est la même chose. C'est comment les yeux bougent. Est-ce qu'ils bougent ensemble? Est-ce qu'il y a un strabisme ou pas? Et après, la motricité conjuguée, pour le coup, c'est différent. Ça regroupe les mouvements de poursuite et les mouvements de saccade. Donc, les mouvements conjugués des deux yeux ensemble pour suivre une cible. Donc, ça, c'est les mouvements de poursuite et les mouvements de saccade pour passer d'une cible à l'autre, mais toujours les deux yeux de façon conjuguée et conjointe. Donc, il y a optomoteur et oculomotricité qu'on pourrait quand même regrouper ensemble, qui représentent tous les mouvements des yeux, et la motricité conjuguée qui regroupe poursuite et saccade et fixation. Et donc, dans les deux tests que j'ai cités ici, parce que c'est ceux que je trouve le plus fréquemment,
il teste l'optomotricité. De toute façon, l'oculomotricité et est-ce que les deux yeux fonctionnent ensemble et oui ou non et comment ils fonctionnent au niveau moteur, c'est forcément évalué systématiquement dans tous les bilans orthoptiques. C'est la base de l'orthopsie. Donc, c'est la motricité conjuguée quand même. NSUCO et DEM test. DEM test étant en situation de lecture. Oui, alors après, NSUCO et DEM test, NSUCO, ça teste les poursuites et les saccades, et le DEM test, ça teste les saccades en situation de lecture. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des tests pour la motricité conjuguée uniquement. Et ça représente pas, du coup, ça permet pas de tester toute l'oculomotricité. Et on a d'autres tests les associés. fixations, parce que moi, j'avais mis fixation, tu me l'avais retiré et je l'ai remis. Parce que le NSUCO, il teste pas la fixation. D'accord. La fixation, on la teste à part. Voilà. Alors, je l'enlèverai. Voilà. Et donc, la troisième étape, la neurovision. Et je vais vous présenter cette grille schématique. Je me suis appuyée, là, ce n'est pas la grille schématique, c'est le petit schéma que j'ai fait pour construire ma grille. Donc, on va de gauche à droite, on a l'examen de l'œil lui-même. Après, on a les lobes occipitaux qui font un premier traitement des formes élémentaires, obliques, etc. Et à partir de cette information qui doit arriver de qualité aux lobes occipitaux, elle est traitée en bleu en dessous par ce qu'on appelle la voie ventrale, qui permet la reconnaissance. Et puis, en rouge au-dessus, la voie dorsale qui utilise ce qu'on voit pour avoir une action sur ce qu'on voit. Alors, j'ai fait plein de petites flèches rouges parce que, évidemment, on ne peut pas avoir une action pertinente si on n'a pas reconnu ce qu'on voit. Donc, la première étape, elle est nécessaire, la reconnaissance. Ensuite, ce n'est pas forcément successif parce que dans le cerveau, c'est compliqué, tout se fait aussi en même temps, de manière simultanée. Et puis, voilà. Donc, la perception-reconnaissance, le regard, c'est-à-dire comment on va rechercher quelque chose qu'on est censé chercher, le traitement visio-spatial et la coordination œil-main et le visio-constructif, c'est-à-dire comment on agit à partir de ce qu'on voit pour répondre à ce qu'on vous demande, par exemple. Ce que je voulais ajouter, c'est que on ne peut pas, sur un schéma comme ça qui est intenté, représenter l'attention qui forcément est une compétence de gestion de la durée. Et voilà, c'est une remarque personnelle. Ça ne marche pas. Voilà. Et donc là, ici, dans ma petite grille, je me suis mis en haut les informations qu'on a sur le bilan neurovisuel, c'est-à-dire en haut le niveau de traitement qui est testé. Et dans la première colonne, le traitement perceptif, c'est dans la première case bleue que je vous ai montrée avant. Dans la deuxième colonne, le regard et la recherche active. Dans la troisième colonne, le traitement visospatial. Dans la quatrième, les fonctions visiomotrices, coordination œil-main et praxie constructive. Et en dessous, je me suis dit, je vais mettre donc les tests utilisés et les conclusions. Ça n'a pas toujours été facile parce que quelquefois, moi, je trouve que la conclusion qui a été écrite par quelqu'un qui connaît bien ce domaine, on ne trouve pas toujours exactement pourquoi c'est écrit ça. Par exemple, dire qu'il y a des troubles oculomoteurs alors que le bilan avait l'air bon, enfin, etc. Hein, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi je n'ai pas fini du tout de faire ce que je voulais faire. Ah oui, j'avais encore une question pour Chloé. Dans la colonne du visio-spatial, j'ai mis TVPS 4. Oui. Et dans le livre Michel Mazot et Hélène Dalens, il y a écrit, page 80, que le TVPS 4 était un test visio-spatial. C'est pourquoi je l'ai mis là. Après, dans un bilan, je vois TVPS 4 dans la colonne du traitement perceptif. Alors là, j'ai eu besoin
de Chloé. Oui, c'est vrai. En fait, le TVPS4 qui permet de tester la perception visuelle, il regroupe 9 sous-tests et 7 sous-tests. Et parmi ces 7 sous-tests, il y en a un qui teste les relations spatiales. Donc, on pourrait le mettre dans les fonctions visio-spatiales parce qu'il y a un sous-test qui permet de l'évaluer. Mais globalement, c'est un test plutôt perceptif que spatial. Tout ça pour dire, s'il vous plaît, les orthoptistes spécialisés en neurovision, c'est mieux si vous dites pas seulement TVPS4, mais épreuve de visio-spatiale du TVPS4. Oui, mais pas toujours. Voilà. Et donc, au fur et à mesure de mon travail, j'ai rajouté dans les colonnes, en lisant les bilans, ça, c'est MVPT3, ça teste les fonctions visio-spatiales, PVSE aussi, etc., etc. Et du coup, maintenant, c'est le MVPT4. Voilà, exactement. Mais bon, c'est une grille en devenir. Et comme je prends ma retraite, j'espère que quelqu'un continuera à remplir cette grille. Alors, je vais vous présenter les résultats pour 2 enfants. Un enfant de 11 ans au moment du test. Le bilan est motivé parce qu'il a un trouble de développement du langage et des apprentissages. À l'étape sensorielle, on dit qu'il a une acuité visuelle à 12 dixièmes aux 2 yeux avec verre correcteur et qu'il y a une disparité accommodative au détriment de l'œil gauche, des capacités fusionnelles insuffisantes. Moi, je comprends en lisant ça que c'est quand même un problème que d'avoir une disparité accommodative au détriment de l'œil gauche. Est-ce que ça entraîne seulement une fatigue? Est-ce que ça entraîne, est-ce que c'est les conséquences principales sur la lecture ou pas? Ça peut, le fait de ne pas bien accommoder, ça veut dire qu'on a du mal à faire la mise au point. Donc, ça peut forcément avoir des répercussions sur la lecture, la fatigue, etc. Et les capacités fusionnelles insuffisantes, ça peut vouloir dire diplopie? Ça peut aller jusqu'à la vision double. Capacité fusionnelle insuffisante, ça veut dire qu'il a du mal à garder ses 2 yeux ensemble, à converger, donc à les garder ensemble quand il fixe quelque chose de près, mais aussi peut-être à les relâcher quand il faut relâcher le regard. Après, ça dépend qu'est-ce qui est insuffisant dans les capacités fusionnelles, mais ça peut avoir des répercussions aussi sur la prise d'information, sur la lecture, sur plein de choses. Et donc fatigabilité aussi. Mm. Après, donc le même enfant, le bilan optomoteur montre un léger retard de l'œil gauche au réflexe de convergence. Donc ça résonne avec ce qu'on a dit avant, les difficultés accommodatives. Le test Nsuko montre des saccades et des poursuites qui sont suffisamment bonnes. Voilà. Et le DM test, c'est-à-dire en situation de lecture, lenteur dans l'automatisation de la dénomination. Alors, je m'arrête là, ce premier début de la phrase. Les enfants qui ont des troubles du langage, ils ont aussi une lenteur dans la dénomination, forcément, puisqu'ils ont du mal à trouver le vocabulaire. Et donc là, c'est bien quand, et là c'est le cas dans le bilan, avec trouble oculomoteur associé, c'est-à-dire qu'il y a une part de cette difficulté de dénomination qui est due au trouble neurovisuel. Moi, je me suis demandé comment est-ce que dans le test, on peut faire la part de ce qui est trouble du langage. En fait, on fait lire des chiffres en colonne, ce qui ne met pas beaucoup en jeu la vision, l'oculomotricité. Ah oui. Et on chronomètre combien de temps il met à dénommer les chiffres. Et ensuite, on lui fait lire les chiffres disposés de façon horizontale. Donc là, pour le coup, il y a vraiment l'implication de la vision binoculaire et de l'oculomotricité. Et on voit s'il met autant de temps à les dire ou plus de temps. Et s'il met plus de temps à les dire quand il y a une implication de l'oculomotricité, on en déduit que, OK, il est lent à dénommer, mais en plus de ça, il est encore plus lent quand il y a une implication de l'oculomotricité, donc il y a un trouble oculomoteur qui est associé. Après, c'est à mettre en lien. Un test tout seul ne s'interprète pas, c'est à mettre en lien avec tout le reste du bilan. J'ai presque fini. Ça, on l'a déjà dit. Je ne sais pas pourquoi c'est là. Passation du TVPS4 chez le même enfant. Constance de forme dans les normes. Discrimination figure-fond dans les normes. J'ai oublié ce que ça veut dire, constance de forme. Et quand c'est le même dessin, mais plus petit, plus grand, sous un autre angle, sous un autre angle, etc. Voilà. Alors, donc, j'ai rempli ma petite grille. J'ai rayé les 3 dernières
colonne parce qu'on n'a pas testé, cet enfant, il a des troubles optomoteurs dans la colonne de l'œil, là, sous l'œil, oculomotricité perturbée. Et la première colonne, l'identification est bonne. Et je pense que là, du coup, on ne pousse pas les tests parce qu'on a suffisamment d'éléments, d'autant que c'est un enfant qui avait déjà été rééduqué, qui avait fixé les acquis de la précédente rééducation. Et on se dit, c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin puisqu'on comprend pourquoi les difficultés persistent qui sont dues à l'oculomotricité. Voilà. Le projet de soins, pour moi, découle clairement des conclusions précédentes. Voilà. Et l'orthoptiste propose de poursuivre un travail fonctionnel. Je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour proposer des soins. Deuxième cas, c'est un jeune de 15 ans. Trouble du langage aussi, c'est ce qui systématiquement on demande un bilan orthoptique neurovisuel chez les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. L'étape sensorielle montre des capacités fusionnelles faibles, on en a parlé. Le NSUCO montre des saccades poursuites de qualité satisfaisante. Et au DEM, une lenteur en dénomination sans trouble oculomoteur. Et donc là, on comprend qu'on peut en déduire que c'est essentiellement la conséquence du trouble du langage. Donc là, jusqu'à cette étape, on n'a pas d'anomalie neurovisuelle. Et si on va plus loin, on a deux tests qui ont été proposés, un test de barrage et un test EVA10. EVA10, c'est l'empant visio-attentionnel. Dans ma grille, je le mets où? Dans les fonctions attentionnelles. Ça peut aussi, oui, dans les fonctions attentionnelles, moi j'aurais mis. C'est très attentionnel un enfant. Oui, alors les fonctions attentionnelles, je les ai mis dans la colonne regard, puisque c'est une capacité de traiter sur la durée, en fait. De toute façon, c'est toute la complexité, c'est que tous les tests n'arrivent pas à tester qu'une seule chose. Il y a toujours l'implication de d'autres choses en parallèle. Donc, on le met là où ça fait intervenir le plus de choses. Donc, je dirais que l'attention est prédominante dans un test d'enfant. Mais il y a toujours d'autres choses qui sont en lien. Et donc, dans cette grille-là, on voit que c'est normal au niveau de l'œil, que la colonne du traitement perceptif montre des résultats normaux. Donc là, il faut que je rajoute le BRI, VMI, parce que je ne sais pas ce que c'est, que je le remette en haut. Et par contre, il y a des fonctions déficitaires dans le regard et les fonctions visio-spatiales. Donc jusque-là, c'est normal. Et à partir du traitement plus neurovisuel, attentionnel et visio-spatial, on a des perturbations qui expliquent les difficultés de l'enfant et qui justifient une rééducation. Alors, tiens, je ne savais pas que ça apparaissait comme ça. Oui, voilà. Ma conclusion, c'était ça, c'est que les troubles de la fusion, oui, on a vu qu'il avait des difficultés de la fusion, ça impacte la lecture et ça provoque une fatigue. L'attention visuelle est moyenne. Bon, c'est ce que je viens de vous dire, c'est que c'est vraiment des difficultés du traitement neurovisuel et que pour nous, en équipe, quand on lit ce bilan, on va dire oui, la rééducation, il faut la faire. D'autant que la rééducation orthoptique, c'est sur un temps plus court et qu'on peut éventuellement mettre en pause une autre prise en charge. Voilà. Voilà. Donc, en conclusion, je voulais dire, j'ai juste présenté un travail inachevé en raison de questions qui sont toujours en suspens. Et j'espère, dans la journée, avoir suffisamment d'éléments pour la poursuivre. Voilà. Merci.